je pousse sur le petit bouton. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau Zoom du CCLJ où l'on va faire un peu mieux connaissance, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, avec Marianne Sluzny ce soir. Bonsoir Marianne. Bonsoir Sylvie. Alors Marianne, vous étiez productrice d'émissions et de documentaires littéraires et historiques à la RTBF pendant 40 ans, professeure de philo, plus de 40 ans. Non, 34. Voilà, ah, pardon. D'accord, 34 ans, c'est pas mal. Professeure de philo et écrivaine, et c'est autour de votre 5e livre, Belgique au pluriel, chez Caire Éditions, que l'on vous reçoit ce soir. Ce livre Belgique, on le trouve notamment chez notre partenaire Filigrane. Alors, je propose qu'à l'issue de notre discussion, toutes les deux, les participants vous posent des questions. En attendant, merci de bien vouloir garder votre micro fermé, comme ça on va éviter les cacophonies. Merci beaucoup. Alors Marianne, dans Belgique, dans ce magnifique livre que j'ai dévoré en une journée, vous racontez le parcours de 9 femmes, l'histoire de 9 femmes. Ces 9 femmes s'appellent Hélène, Maryse, Nicole, Lucie, Marguerite, Raymonde, Antoinette, Greta et Agnès. Elles sont issues des 4 coins de la Belgique, elles sont de toutes classes sociales confondues, et elles ont toutes, sauf une contemporaine, vécu la Première Guerre mondiale, des vies très dures, des vies brisées de femmes restées à la maison pendant que le mari, le frère, le père sont partis au front. Toutes portent beaucoup de souffrances, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux femmes de cette période-là de notre histoire ? C'est vrai que, bon, d'un côté, j'avais déjà travaillé pas mal sur la guerre 14-18. J'avais conçu, scénarisé à l'occasion du centenaire de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, pardon, j'avais fait 3 documentaires de 90 minutes en télé avec Michel Mess comme réalisateur. Et donc, c'était vraiment une immersion absolument passionnante qui a duré un bon bout de temps. Et puis après, j'ai voulu m'intéresser à l'après-guerre. Et en discutant avec l'un ou l'autre historien et une historienne avec qui j'avais bien sympathisé, qui est Sophie de Scandrever, je lui avais parlé, on avait parlé du corps des femmes et elle m'avait dit ça c'est vraiment un sujet du corps, le corps en général. On n'a jamais parlé du corps et je me dis tiens pourquoi pas le corps des femmes et puis c'est devenu les femmes, voilà. C'est un petit peu le cheminement parce que j'avais proposé de faire un nouveau documentaire à la RTBF qui finalement est en train de se réaliser maintenant. Je n'y travaille plus depuis tout. Alors ces femmes, vous les avez imaginées, mais le contexte historique, économique, social est tellement précis et travaillé. On sent que vous avez fait des recherches énormes. Ces femmes, elles auraient pu exister, non ? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le cadre historique est fixé, et effectivement c'est un travail très exigeant une histoire de quelques années m'a permis de faire, même si je ne suis pas une historienne de la période, ça je ne me rends pas, mais du tout. Et parfois, je sais, mais je suis un peu comme Socrate, je sais que je ne sais pas, donc quand je sens quand il y a des choses qui ne vont pas, et donc je me renseigne quand je veux écrire. Mais mes personnages, ils sont complètement imaginaires, ils sont fruits de mon imagination, et comme vous l'avez dit, elles auraient pu exister, peut-être même qu'elles ont existé. De toute façon, je dis je prends ma part de responsabilité dans leur histoire personnelle. Alors avec Antoinette, une de ces femmes, on revit le massacre perpétré par les Allemands à Andenne le 20 août 1914. Antoinette et Agnès, une des autres femmes, la contemporaine, se rendent à Ypres, la ville qui a pratiquement été rayée de la carte au lendemain de la guerre. Vous racontez à travers ces femmes des pans de notre histoire que nous avions un peu enfouis. C'était important de les rappeler. Je pense que c'est important parce qu'on connaît mal la situation finalement de la Belgique, cette petite Belgique, on a dit courageuse petite Belgique, valeureuse petite Belgique et puis pauvre petite Belgique. Pendant la guerre est peu connue parce que c'est, je pense, un des rares pays qui a été entièrement occupé sur la petite poche de défense sur l'Isère et que donc, fatalement, étant entièrement occupé,
une situation assez terrible parce que tout le tissu industriel a été démantelé, toutes les machines sont parties, toutes les richesses sont parties en Allemagne. Et donc, la Belgique est sans rien. Et ça va jouer aussi énormément sur la condition des femmes après-guerre, parce que contrairement aux femmes françaises, anglaises ou américaines qui vont travailler pour l'industrie de l'armement, avec un pays occupé, on ne travaille pas, hommes ou femmes, on ne travaille pas pour l'industrie de l'armement. Alors, en France, par exemple, tous les hommes étaient partis à la guerre. Donc, les femmes occupent les usines d'armement et les usines en général. Et après la guerre, elles ont plus de facilité, mais ce n'est pas si simple que ça, à entrer dans le circuit des usines, dans le circuit des usines, dans le circuit du travail ouvrier, tandis qu'en Belgique, c'est impossible. Et en plus, quand la libération se fait, il y a 600 000 chômeurs masculins en Belgique. Et donc, tout le pays doit se reconstruire, et donc fatalement, il n'y a pas un travail pour les femmes. Alors, ces femmes sont des survivantes, de vraies survivantes. Hélène, une de ces femmes, vit dans la misère, elle se rend chaque jour à la soupe populaire, elle est violée par un boche, hein, comme on les appelait à l'époque, mais elle va se relever. Les parents de Lucie sont mineurs de fond, le père est alcoolique, il est violent. Le destin de ma mère allait m'immuniser contre tout désir pour les hommes, dit-elle. Le frère de Lucie descend à la mine à 12 ans et elle s'intéresse très tôt à la politique. Elle crée à Liège la première Ligue des femmes socialistes. En 1929, elle sera la première femme à entrer au Parlement belge. La plupart de ces femmes, elle a existé, Lucie de Jardin? Oui, justement, c'est le seul personnage de mon histoire, de mon recueil qui a existé. C'est Lucie Desjardins qui sort d'un petit village de Beyne-Euzet dans le Pays Noir, dont le père était mineur de fond, alcoolique, comme beaucoup de mineurs, et dont la mère a eu une vie, descendait au fond aussi, accouchait même dans la mine sur une couverture qu'on a retirée du dos d'un cheval pour qu'elle accouche. Et cette jeune, elle naît en 1875, donc elle a déjà un certain âge quand la guerre 14 est déclarée, et elle descend aussi à la mine. Et puis, alors, à un moment, il y a déjà des lois qui interdisent que les jeunes filles en dessous de 14 ans descendent à la mine. Alors, elle va travailler, elle a poussé les chariots, trier le charbon. Et très vite, elle a son frère aîné, qui est aussi Joseph Dujardin, qui sera quelqu'un qui très vite rejoindra les rangs du POB et les mouvements syndicaux. Et elle est fascinée par son frère. Elle se cache dans les réunions et elle dit, enfin, je lui fais dire, j'étais à 10 ans, j'étais une petite fille socialiste. Et cette femme fera tout un chemin. Elle va être à un moment déportée dans un camp parce qu'elle fait de l'espionnage et de l'exfiltration. Et puis, elle va en réchapper et elle va devenir ce qui est assez extraordinaire parce que Albert Ier, à la fin de la guerre, accorde le suffrage universel masculin. Un suffrage, d'ailleurs, qui n'est pas considéré comme une conquête politique, comme une conquête politique qui est une sorte de récompense du père pour les fils. Et aux filles, on ne donne pas. Donc, les filles de la nation ne reçoivent pas le suffrage. Et elle, donc, va réussir ce coup de force parce que la Constitution, il y avait une clause dans la Constitution qui n'autorisait pas les femmes à voter, sauf à partir de 1921 au communal. Et il faut bien dire qu'au communal de 1921, il y a quand même eu 181 femmes députées, conseillères communales qui ont commencé à gérer les communes. Et donc, cette femme, Lucie Desjardins, va réussir la prouesse d'être élue selon un accord constitutionnel où les femmes pouvaient être élues à tous les échelons du pouvoir politique, du plus bas au plus haut, c'est-à-dire au national. Elle va être députée, élue directe du parti ouvrier belge à Liège. C'est quand même assez extraordinaire, élue par une assemblée d'hommes. Il y a un autre cas dans l'histoire de Belgique qui est Marie Spaak-Janson, qui, elle,
il y aura donc en 1921, il y a des élections générales et des élections communales où les femmes peuvent voter, mais Marie Spaak-Janson va être sénatrice cooptée au sein du Parti socialiste, donc elle ne sera pas élue directe, mais cooptée par les sénateurs mâles du Parti ouvrier comme sénatrice. Ce sera la première sénatrice en 21. Marie Spaak-Janson, c'était la maman d'un certain Henri Spaak. Et donc, oui, vous le dites, hein, toutes ces femmes ont été les grandes oubliées de l'après-grande guerre. Les soldats sont honorés, vous l'avez dit, le roi accorde le suffrage universel masculin. Et même en 1923, la loi interdisant l'avortement est renforcée. Malgré cela, est-ce qu'on peut parler d'une certaine émancipation de la femme? Mais je pense qu'il y a eu une énorme lutte des femmes. Alors, en Belgique, peut-être elle a été moins dans le sens suffragisme ou des suffragettes. Il y a eu des mouvements féministes en Belgique qui luttaient pour le suffrage universel, donc que les femmes aient le droit de suffrage universel, c'est-à-dire toutes classes confondues. Mais je dirais que les luttes se sont faites un peu au jour le jour, plutôt pour le droit au travail, pour le droit à l'égalité salariale, pour le droit à l'éducation. Et c'est vrai qu'après-guerre, il y aura des écoles. Alors aujourd'hui, on va dire qu'elles sont très spécifiées au niveau du genre, parce que c'est des écoles, on va ouvrir des écoles de secrétariat, on va ouvrir des écoles d'assistance sociale, on va consolider le réseau d'enseignement infirmier qui avait commencé bien plus tôt en 1907 avec la première école d'infirmières à Bruxelles, créée par Lepage et qui a nommé Edith Cavell comme directrice, première chef d'enseignement de l'école, de l'école d'infirmière. Donc, ça va être des conquêtes comme ça, et des conquêtes aussi par ruissellement, si je puis dire, parce que en 1919, donc, il y a un premier gouvernement qui est formé en 18, donc au moment de l'armistice, il y a un gouvernement qui est formé d'office, qui est une tripartite, et il y a 3 ministres socialistes. Et après les premières élections au suffrage universel masculin, il y aura un 4e ministre socialiste, qui est Joseph Destrée, d'ailleurs aux arts et aux sciences, qui va entrer. Et ces 3 ministres qui sont Van der Velde pour la justice, il y a Ansel qui est aux travaux publics et il y a Joseph Wouters qui est à l'industrie, vont évidemment pousser à des lois qui sont des lois de conquête sociale, la journée des 8 heures avec une semaine de 48 heures, le droit de grève, le droit de manifester, donc toutes sortes de choses qui, par ruissellement, pour utiliser un mot que je n'aime pas trop, vont rendre plus confortable la vie des femmes. Alors, vous avez parlé de 1923, je voudrais quand même préciser qu'à partir de 1923, on est dans une seconde époque, à partir de 1922 même, où les socialistes ne sont plus au gouvernement. Et donc, c'est une loi qui est poussée, cette loi, tout d'un coup, de 1923, où on interdit totalement l'avortement, même dans tous les cas de figure, et où on interdit ce qu'on appelait la publicité, c'est-à-dire l'information sur les moyens contraceptifs, elle va passer, mais on est déjà dans une autre dynamique de l'après-guerre. Alors on en revient à cette époque juste pendant la guerre et après-guerre. Dans ce livre, il y a beaucoup de souffrances. Hein. Les femmes sont trompées, abandonnées, elles en bavent, elles sont seules, certaines sont pauvres, elles ont faim. Hélène aura le crâne rasé au lendemain de la guerre. Bien sûr, les hommes reviennent de la guerre avec des gueules cassées, ils sont amputés, on leur pose des prothèses, ils sont prostrés, ils sont fous. Face à toute cette douleur, on se rend compte que les femmes ont des ressources incroyables, malgré cette chape de plomb sociale sous laquelle elles se trouvent. Oui, absolument. Mais en même temps, je voudrais quand même mettre un petit bémol. Tous les hommes ne sont pas des monstres dans mon histoire. Je pense par exemple le fameux mari de la femme à Bosch, qui a perdu une jambe à la guerre et qui reste en revalidation en France, ou je ne sais plus, pendant tout un temps. Et quand il revient, pour elle, elle s'est fait embrosser par un Allemand pendant la guerre. Et elle a un enfant, et donc elle invente une histoire pour faire croire qu'elle a adopté un enfant d'une voisine qui était devenue folle. Enfin bon, elle s'arrange avec ça, mais cet homme est plein de bonne volonté. Le jour où il apprend les choses, c'est sa fille quand même. Donc tous les hommes de mon histoire
ne sont pas des monstres, mais ce sont des hommes profondément marqués, traumatisés. Bon, voilà. Et pour la femme, c'est effectivement beaucoup de douleur. Un mari qui rentre estropié, ou et quelle est la vie intime d'un couple avec un... Bon, c'est pas rigolo pour lui, mais on n'a jamais pensé que comment une femme reprend une vie intime avec un homme qui est estropié, ou un homme qui a un choc post-traumatique et qui peut devenir extrêmement violent. Enfin, il y a différents exemples de ça. Et bon, et puis ce sont des femmes qui ont eu tout sur le dos pendant la guerre. Elles ont vu dans un paysage carrément dévasté où il n'y avait rien. Heureusement, il y avait l'aide américaine. Hein, il y avait un comité de secours national, mais qui surtout importait l'aide venue d'Amérique, de la commission Hoover, qui deviendra par la suite président des États-Unis, Herbert Hoover. Et donc, la Belgique survit grâce à la première grande opération humanitaire, si vous voulez, à l'échelon mondial. Et ces femmes se battent vraiment pour la nourriture de leur famille et même pour la nourriture de leurs hommes, parce que Albert Ier n'a pas mobilisé toute son armée des 14. Il a mobilisé énormément lors des dernières offensives qui se passent bien sûr sur l'Isère, lorsqu'il a rejoint le comité, le conseil de guerre interallié, les Américains étaient là, tout le monde était sur place, donc bon, il fallait donner plus. C'était dans les derniers mois de la guerre. Mais donc, beaucoup d'hommes sont aussi sans rien à faire, coupables d'être inutiles, déprimés. Donc, pendant la guerre, elles assument tout. Et quand la guerre est finie, leur guerre à elles, elle n'est pas terminée parce qu'il faut encore assurer beaucoup, beaucoup de choses dans un terrain dévasté. Alors, il y a une histoire, celle de Nicole, qui est dédiée à Jacques de Decker, écrivain, journaliste décédé il y a quelques mois. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Bon, bien sûr, je pourrais parler de mon admiration, de mon affection, l'affection que j'avais, l'amitié que j'avais pour Jacques de Decker. Je dis affection parce que c'est quelque chose que beaucoup de ceux qui l'ont connu expriment. Mais ce qui s'est passé, c'est que le sujet, c'est quel personnage, vous m'avez dit? Nicole. Nicole, oui, donc elle est... son mari, elle est à la frontière entre la France et la Belgique, dans un petit village qui n'est pas très loin, dans une petite maison de campagne, pas loin de là, entre Furnes et Berg, pour situer Berg, où il y a les ch'tis, comme ça on voit où on est. Et ce village s'appelle Leisele du côté belge et s'appelle Leisel pour les Français. Et donc ils sont de ce village-là et il est à un moment réquisitionné à la guerre très tôt, enfin, dès que l'armée novembre est retranchée sur l'Isère. Et cet homme revient en permission en 1916. Bon, c'est la grande passion, ils font un enfant, à nouveau une scène d'accouchement, elle est toute seule. Et puis quand il revient de la guerre, il est tout heureux, il retrouve sa femme, il retrouve les champs, parce que c'est des gens qui ne sont pas aisés, mais enfin son père à lui, les paysans, ils ont quand même quelques lopins de terre. Elle s'est mise à la couture, sa maman a un atelier parce que les femmes faisaient beaucoup de couture. En plus, comme elle est à la frontière française, il y a quelques clientes après-guerre qui viennent et qui veulent, qui veulent des vêtements découpés à façon, etc. Et puis, petit à petit, cet homme devient bizarre, reprochant, lui reproche parce qu'avec les bouts de tissu qu'elle ramène de l'atelier de sa maman, elle fait avec les boutons, elle fait des colliers, elle fait des petits colliers fichés, il commence à lui reprocher, et il commence à lui reprocher de se coiffer, de mettre des chaussures à talons. Enfin, et puis il devient violent, il trouve qu'elle ne s'occupe pas bien de leur fille, et il en passe aux mains, ou il jette un fer de à repasser brûlant dans la salle à manger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, il devient beaucoup plus calme et beaucoup plus gentil parce qu'il retrouve une maîtresse qu'il a connue, qui était en fait la femme qui blanchissait le linge quand il était sur l'Isère. Et il demande à sa femme d'aller à des groupes de parole pour soulager son cœur, ce qu'elle le laisse faire, etc. Mais en fait, il va retrouver sa maîtresse. Et puis finalement, il découvre que les émois dans les bras de sa maîtresse et dans son lit, ça lui fait finalement, je ne peux pas dire ni chaud ni froid, mais à peu près, et c'est ça, l'affaire éclate, il avait espéré retrouver quelque chose dans les bras de cette femme
fait, de l'adrénaline et il se rend compte qu'il n'a pas retrouvé dans sa famille. Donc, et lui-même, alors en 1923, il décide donc à l'occupation de la Rhénanie puis de la Ruhr, où il va aller chercher le charbon des Allemands puisqu'il ne répond pas aux dettes qui lui ont été imposées énormes par le traité de Versailles, et il retourne parce que en fait sa seule maîtresse c'est la guerre. Et je me rappelle, j'avais parlé de cette nouvelle à Jacques et il m'a dit mais là tu touches un sujet qui est tabou, c'est l'amour de la guerre et la dépendance, une forme de dépendance amoureuse pour la guerre. Il m'a dit tu devrais faire un roman avec ça. Voilà. Et donc je lui ai dédié, c'était l'occasion pour moi de lui dédier cette nouvelle. Alors, je veux lire un passage de l'histoire de Marguerite. Marguerite. Ce passage a une résonance très particulière et très forte aujourd'hui. Depuis le mois de juillet, on est en 1918, un mal se répand dans la population. La grippe espagnole frappe la planète entière et n'épargne pas notre ville de Kiel. Nous devons nous laver les mains plusieurs fois par jour, éviter de faire rentrer à la maison des proches ou des voisins, ne pas s'attarder sur les places publiques, ne pas se promener dans les parcs, privilégier la marche au déplacement en tramway et lors du retour au logis, enlever nos chaussures sur le pas de la porte. On dissuade les plus privilégiés d'aller au restaurant ou au théâtre car, pour éviter la contagion, il est préférable de ne pas se tenir trop près les uns des autres. Certains circulent en rue avec un masque attaché derrière les oreilles par des cordelettes. Ils ressemblent à des rats, au mieux à des canards. Alors ça, vous l'avez écrit en 2020, c'est pas possible. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envoyé mon recueil à Xavier Van Varenberg, donc le directeur de Caire Édition, excellent éditeur d'ailleurs. Et puis bon, on a commencé à travailler. Et puis j'ai dit tiens. J'étais plutôt à l'avance dans les décorations. J'ai dit, j'ai envie d'écrire encore une nouvelle. Donc, celle-là, je l'ai écrite par la suite, effectivement. Et c'était intéressant mais là aussi, on voit bien comment il faut croiser ce qui touche à l'histoire. Parce que pourquoi Gail, j'avais fait des recherches sur la grippe espagnole, et effectivement, elle est passée par là. Et elle est passée par là au moment de la démobilisation. Donc, le mari de cette Margaret a pu effectivement l'attraper. Mais ce qui m'avait amusé, si j'ose dire, c'est que les mesures, on n'a rien inventé, quoi. Rien du tout. Donc, voilà. Et cette grippe espagnole, dont on n'a pas tellement parlé parce qu'il fallait donner des messages positifs, mais elle a fait autant de morts, si pas plus, que la guerre elle-même. Et donc, on peut encore aussi dire qu'il y a eu une première vague qui était forte, une deuxième vague qui a été déferlante, une troisième qui a été faible, et puis la grippe espagnole a disparu. Bon, ben voilà, j'espère que... Voilà. on verra. Je voudrais vous poser une dernière question avant d'en venir aux questions éventuellement des participantes. La condition des femmes est plus que jamais d'actualité. On parle beaucoup des féministes intersectionnelles. Je sais déjà ce que vous allez répondre parce qu'on en a parlé un petit peu lors de la visioconférence avec Fatoumata. Êtes-vous proche de ces féministes intersectionnelles ou vous vous sentez davantage proche des féministes universalistes? Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Enfin bon, bref, je suis proche des féministes universalistes et je vais donner un exemple tout récent. Il est quand même étonnant que Nadia Geertz, qui reçoit des menaces parce qu'elle exprime son mécontentement et sa critique de la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'autoriser les signes convictionnels, donc le port du voile, dans ce qu'on appelait de mon temps les hautes écoles de Bruxelles. Donc le fait qu'elle exprime, alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais je trouve quand même étonnant qu'il n'y ait très peu justement de réactions d'une part de féministes qu'on pourrait dire intersectionnelles là-dessus. À la limite, on va peut-être entendre bientôt, comme avec Samuel Paty, la chercher. Enfin, je ne fais pas de procès d'intention, personne ne l'a dit, hein, mais ça m'attriste parce que c'est quand même
quoi qu'elle pense, c'est une femme qui reçoit des menaces parce qu'elle s'est exprimée. Et je ne sais pas, je vois très peu de réactions en général, sauf dans les milieux de la laïcité, bien sûr, mais je ne vois pas, je n'imagine pas, à tort peut-être, qu'un certain groupe de féministes, puisque vous m'en avez deux, va la défendre. Ça, je ne le crois pas. Je me trompe peut-être, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais je ne pense pas qu'on va la défendre. Et je ne demande pas qu'on défende ses idées, mais elle est quand même menacée. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt universaliste. Et ce que j'ai voulu faire aussi dans ce livre, c'est de porter, je ne sais pas si j'ai réussi, je suis peut-être pas beaucoup plus maligne qu'une féministe, pardon, je ne dis rien, mais c'est de faire passer, c'est un message qui concerne les hommes et les femmes. Et ce que j'ai voulu aussi dire, parce qu'il y a le message universel d'une part, mais aussi il y a quelque chose là-dedans qui est tellement lié à l'histoire de la Belgique, à la constitution de la Belgique, qui est quand même un compromis boiteux aussi entre catholiques et laïcs, et on en est toujours là. Et le dernier exemple dont on vient de parler, pas les catholiques qui s'en prennent à Nadia Geertz, c'est pas ça, mais entre la Belgique confessionnelle et non confessionnelle, je vais dire. Et ici, il y a quelque chose avec ce suffrage universel et cet octroi du suffrage universel que je voudrais rappeler, c'est quand la guerre s'est terminée et Albert Ier a voulu accorder le suffrage universel masculin. Le Parti catholique n'en voulait pas. Les socialistes et les libéraux étaient pour. Alors les catholiques ont dit, mais alors on va l'accorder aussi aux femmes, avec on sait ce mythe que les femmes sont un peu bêtes et que donc elles vont voter comme le curé ou comme le mari, etc. Donc, et à ce moment-là, les libéraux et les socialistes qui finalement pensaient aussi que les femmes étaient un peu bébêtes, on dit oula, ou non, non, parce que là, on risque d'être débordé au niveau de l'intérêt du Parti socialiste. Donc, il y a eu un échange, un petit peu comme celui de 1830, et c'est un peu le terrain sur lequel on évolue aujourd'hui. On a dit, OK, suffrage universel masculin, pas de suffrage universel féminin, mais les femmes pourront être éligibles à tous les échelons de la société belge, à tous les échelons politiques de la société belge. Donc voilà, donc c'est cet entre-deux. Et bien sûr, moi, je suis universaliste et voilà, tous les hommes avec un grand H sont égaux en droit. Et malheureusement, c'est toujours formel. Et c'est peut-être pour l'instant, dans cette période de dérégulation qu'on connaît, je ne parle pas de coronavirus, c'est encore plus formel que ce ne le fut. Mais dire quand même tous les hommes sont égaux en droit, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'au Moyen-Âge, où les hommes, quand on sert avec S dans le sevrage, eh bien, il y avait une perméabilité totale entre les classes sociales, une imperméabilité totale. Aujourd'hui, elles sont perméables. Et quand on dit tous les hommes sont égaux en droit, eh bien, même si c'est formel, on peut vous rappeler les périodes les plus sombres de l'histoire, avec des minorités que l'on sait, les minorités juives persécutées, qui n'étaient pas considérées comme hommes, comme avec un grand H, et qui donc n'avaient aucun droit. Et d'autres minorités aussi, jusqu'à aujourd'hui, aux portes de notre belle Europe, il y a des cloisons barbelées. Enfin, ça nous emmène un petit peu loin. Merci en tout cas pour votre... voilà, j'étais content d'avoir votre avis là-dessus. C'est quand même fou de savoir, c'est cette question du voile qui cristallise toujours les débats entre les deux courants du féminisme. C'est quand même assez fou. Mais pour en revenir à Nadia Geertz, le CCLJ, le comité laïcité Yala et le CAL, on a publié une carte blanche dans le soir et voilà, je vous encourage à aller la lire. Merci beaucoup, Marianne. On va peut-être repasser aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser à Marianne. Si c'est le cas, vous pouvez peut-être lever la main et votre micro. Comme ça, y a-t-il des questions? Oui, non? Allô? Est-ce que tout le monde a lu
le Belgique de Marianne. Non, d'accord. Moi, je vous encourage vraiment à l'acheter parce que c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et voilà, ces femmes sont tout à fait extraordinaires, chacune. Je voudrais demander. Oui, voilà, Claire. Oui, je voulais demander à Marianne, quand tu as fait ta recherche pour sérier les femmes dont tu allais raconter l'histoire, est-ce que tu as rencontré des dames comme Gabrielle Petit, pas pour l'épingler, hein, il y en avait toute une série autour d'elle, mais qui servaient de passeuses dans les régions frontalières, vers la Hollande par exemple. Elles profitaient des zones marécageuses pour faire passer là des gens qui devaient se cacher, prendre le maquis pour différentes raisons par rapport aux Allemands. C'est une bonne idée, Claire, parce que c'est vrai que j'évoque Gabrielle Petit dans la dernière nouvelle, qui est une nouvelle avec un personnage d'aujourd'hui, donc je joue un peu à la psychogénéalogie, bon, et j'évoque Gabrielle Petit à ce moment-là, mais c'est vrai que ça aurait été passionnant, par exemple, de faire le portrait, je m'appelle, le portrait d'une passeuse, de quelqu'un qui s'occupe d'un réseau de renseignement, d'exfiltration, qui distribue, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je vais faire un deuxième tour s'il y a d'autres questions. C'est parce que tu as employé à un moment donné l'adjectif d'espionne. Oui. Or, il faut savoir que beaucoup de femmes étaient des résistantes déjà en 14-18. J'ai parlé de Gabrielle Petit, mais il y en avait d'autres. Et le mot résistant n'est apparu dans la plume des historiens pour les femmes qu'en 40-45. On disait toutes les femmes qui avaient un engagement patriotique, appelons-le ainsi, étaient considérées comme des espionnes. C'est quand même méprisant, hein? Effectivement, mais, on parle des espionnes par l'ennemi, mais il faut quand même dire aussi que le mot résistant pour les hommes appartient aussi au vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on disait des opposants et des opposantes. Évidemment, oui. On disait des espionnes. Et c'est vrai que même dans le langage masculin des Alliés, on était une espionne. Mais bon. Oui. Ouais. Enfin, oui. Mais pourtant, par rapport au suffrage universel, justement, il l'a quand même, Albert Ier l'a quand même accordé aux veuves de guerre. Oui. Qui veut dire, c'est autrement dit, elles peuvent exprimer la voix de l'absence, elles ne parlent pas en leur nom. Et aux opposantes, à condition qu'elles aient fait de la prison. Donc, oui. Ou à condition qu'elles soient mortes. C'est presque ça, donc c'est vraiment très, très limité. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Et je te remercie d'avoir mis le doigt dans l'engrenage. Et alors, le fait qu'elles couraient les rues, c'est un peu comme ça qu'elles ont pu plus facilement s'engager en résistance parce qu'elles devaient chercher à manger, où qu'il soit. Et alors, la gendarmerie belge était responsable, quand ils les voyaient errer, de les mettre en prison. Et à ce moment-là, ou bien elle payait la gendarmerie pour pouvoir sortir, ou bien on l'enfermait d'office pour 8 jours, 15 jours, hein, pas beaucoup plus. Mais c'était la gendarmerie belge qui le faisait. Et pourquoi? Parce qu'elle traînait la rue. C'était des errantes. Comment? Et qu'une femme ne pouvait pas être en rue. Voilà. Ou bien elle était au magasin, ou bien elle était chez elle. Ou bien elle allait chercher du charbon, de la nourriture, mais il ne fallait pas qu'elle traîne en rue. Pendant la guerre? Ah oui, 14-18. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Après, quand même, même dans les... Bon, alors, il y a une division en classe. Hein, toutes les femmes ne vont pas avec des beaux chapeaux au stand, hein, à la Reine des plages. Mais même dans des milieux, je ne parle pas des milieux pauvres, mais des milieux peu favorisés, elles commencent à sortir ensemble, elles vont dans des écoles moyennes, elles font du déchetterie. Oui, oui. Bon. Donc là, elles sont en rue. Oui. Mais avec un but bien défini.
elles vont à l'école ou elles vont se retrouver chez une Non, amie? ils font un peu de lèche-vitrine aussi, des choses comme ça. Elles commencent à sortir, regarder Oui. quand même, elles ont envie, et ça, c'est vrai, je pense que je l'évoque un peu, elles ont envie de s'amuser, quoi. On sent, Oui, elles ont envie de vivre, alors c'est des amusements, elles ont envie d'aller dans un parc, écouter l'orchestre, bon, elles ont envie de ça, c'est clair, même si elles n'ont pas de moyens. oui. Merci. Y a-t-il une autre question? Merci pour le livre. Oui, Maryse peut-être, et puis Gloria, vous pouvez activer votre micro. Oui, voilà. Donc, je voulais d'abord dire merci à Marianne pour son livre et pour tout le partage qu'elle nous en fait. Alors, je voulais dire par la même occasion que Care Édition est un chouette éditeur parce que Marianne n'est pas la seule. Il y a toute une série de livres qui s'intitulent Belgique. Et le principe, ce sont des nouvelles sur la Belgique qu'on a demandé à des auteurs belges. Mais je déplore encore une fois qu'il y a peu de femmes. Il y en a quelques-unes, mais sur l'ensemble des volumes qui ont été publiés, je pense qu'il y a Véronique Bergen, il y a Marianne et je n'en vois pas d'autres. Françoise Lalande. Ah oui, Françoise Lalande, voilà. Mais les autres, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes. Et encore une fois, même si Xavier Van Varenberg, que j'apprécie énormément, je le connais et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très chouette et de très ouvert à pas mal de points de vue. Mais spontanément, et même les femmes sont comme ça, spontanément, on va davantage penser homme quand on invite quelqu'un, quand on sollicite une personne pour écrire ou pour faire de la musique, voilà. En tout cas, merci pour le livre et merci pour les échanges. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu une grand-mère qui était née en 1882 et donc j'ai partagé beaucoup avec elle par rapport à ça. J'ai grandi avec elle jusqu'à 7 ans et elle m'a beaucoup raconté des histoires de la guerre. Donc, je retrouve là-dedans à peu près tout ce qu'elle m'a dit. Donc, félicitations pour les recherches parce que ça semble être particulièrement véridique ou en tout cas vraisemblable. Voilà, merci beaucoup. Ah ben, ça me touche énormément, Maryse. Et alors, je peux ajouter quelque chose, effectivement, tu as très bien fait de souligner cette collection Belgique au pluriel. Donc, c'est chaque fois un auteur, une autrice qui parle de sa Belgique, donc c'est Belgique au pluriel. Mais je voudrais quand même dire, par rapport à la fameuse question de la parité qui ne doit pas être militaire, qui doit être sensible, que cet automne, apparu 3 livres, trois recueils de nouvelles de la collection Belgique, celui de Véronique Bergen, celui de Michel Torrens et le mien, donc 2 femmes et un homme. Et je sais, mais je peux pas c'est pas à moi de le dire, que pour l'année prochaine, il y a trois numéros qui sont prévus et il y a aussi 2 femmes dans les 3. Voilà. Merci. Gloria? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Ah, bien. Je suis contente de vous rencontrer. Ma curiosité est née parce que je vous ai vu lors d'un reportage à la télévision. Je ne sais plus à quelle chaîne. Et donc, vous présentiez effectivement ce livre. Ma question concernant une femme dont le mari ne revient pas de la guerre 14-18 et qui a des enfants, comment était-elle prise en charge par quelle institution pour lui donner à manger, s'occuper un peu des enfants? Parce que à cette époque, moi j'avais une grand-mère qui a vécu à cette époque, les femmes ne travaillaient pas. Et voilà, est-ce que vous pouvez me répondre? Comme je l'ai dit, je ne suis pas une historienne de la période, mais elles avaient des pensions de veuves. Attends, je ne m'entends pas bien. Attendez, je vais peut-être fermer. Elle tirait les fils des Marianne, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, peut-être? Oui, comme plus ça, près de ton ordi, peut-être? Comme ça, on m'entend? Oui, c'est mieux. En fait, je pense qu'elles avaient une pension de veuve. Enfin, ça j'en suis quasi certaine. Qu'il aurait une pension de veuve de guerre. C'était quand même bon. Il y avait une valorisation parce que le mari était mort à la guerre.
Et probablement, elle faisait des petits boulots en plus, qu'elle se vivait comme ça. Mais je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Oui, quand on pouvait prouver que le mari était mort à la guerre. En ce qui concerne ma grand-mère paternelle, son mari avait disparu. Voilà, il avait disparu, donc, enfin bon, je n'ai, ben, comme peut-être dans la communauté juive d'Anvers, où elle est revenue, elle s'était réfugiée à Londres avec ses enfants et son mari, mais comme son mari était d'origine russe, le gouvernement anglais l'avait envoyé pour aller se battre en Russie, et il a disparu, paraît-il, coulé sur un bateau, il a coulé dans un bateau, et donc elle est revenue vers Anvers. Alors, je sais pas, j'avais 5 ans quand elle est décédée, j'ai pas pu beaucoup lui parler, alors. Je suppose que la communauté juive d'Anvers était présente pour aider les veuves à ce moment-là. Je ne sais pas, peut-être que... Il y avait une institution officielle. Pardon? Mais j'ai ma cousine Régine Sluzny qui est là, qui est d'Anvers. Oui. Peut-être c'est quelque chose. Régine, tu ne sais pas? Non, pas vraiment. De la Première Guerre mondiale, je ne suis pas tellement au courant de ce que les Juifs ont fait, mais je sais que ceux qui étaient partis à Londres et qui sont revenus à Anvers avaient tout de même de l'argent, donc ça m'étonnerait qu'il n'ait pas une femme avec enfant dont le mari n'est pas revenu. Ce serait exceptionnel. Probablement qu'elle a été aidée par les personnes qui sont revenues habiter à Anvers, car ils avaient fait pas mal d'argent en partant. Donc. Oui, mais alors il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, parce que je parlais de veuve de guerre, est-ce qu'elle était belge? Non. C'est ça, et est-ce que la pension de veuve de guerre n'était sans doute pas attribuée à une autre? Oh non, non, elle n'était pas belge, mais non. Non, elle n'était pas belge et elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle avait 6 enfants qui étaient devenus donc tous orphelins. Et voilà. Donc, non. Je ne sais pas vous répondre. Non. Je sais que mon père et son frère ont été à la Tarcomonie à Anvers et dans un orphelinat pendant aussi quelques années. Oui. Le destin, hein? Donc, c'est un exemple de veuve de guerre bon, qui... Atypique. Bon. Ça ne devait pas être facile à ce moment-là, quoi. Non, certainement pas. Non. Bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Anne. Tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Super. Oui, voilà. Oui, j'en ai une petite. Est-ce qu'on écrit les nouvelles comme on écrit un roman ou est-ce qu'on les écrit à des moments différents, on les réarrange pour que ça fasse un ensemble cohérent? Est-ce qu'il y a une différence en fait? Alors en fait, effectivement, il y a une grande différence. C'est-à-dire que c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Alors, c'est plus simple parce que vous devez vite jeter les éléments sur le papier, faire une préparation, nouer une intrigue, donc préparer quelque chose, parce que la chute, comme au cinéma, hein, la chute de l'histoire, c'est pas dans 322 pages, c'est dans 8, 10, 12, 7, ça dépend un peu des calibres des nouvelles. Donc, vous pouvez réaliser une nouvelle dans un temps relativement bref et avec un contentement. Dire, voilà, au bout de la nouvelle, ça m'a pris X temps, j'ai fait quelque chose, maintenant j'en fais une autre. Bon. Donc, ça, c'est bien. Enfin,
je trouve ça beaucoup plus rapidement satisfaisant. Et maintenant que j'essaye de réécrire un roman, j'ai un peu perdu ce déclic-là qu'il faut déjà bien avancer pour pouvoir tirer. Voilà. Mais en revanche, ce que vous avez dit, c'est comment on bâtit l'ensemble, parce que il faut quand même, et c'est vrai qu'il y a toujours des sujets qui manquent, mais il y a quand même un aspect kaléidoscope, mais en même temps, il y a quand même des liens aussi entre les nouvelles qui sont pas, c'est pas la ronde de Schnisser ou la grande roue de Jacques de Decker, mais c'est quelque chose quand même. Il y a des liens ténus qui se font entre les différentes nouvelles, ce qui ne veut pas dire qu'on rappelle la même chose, mais qu'on peut reconnaître parfois un personnage ou l'autre, ou un complément d'information dans une nouvelle, ou un clin d'œil d'un personnage à l'autre entre les nouvelles. Et ça c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, à faire un recueil qui est une cohérence ou qui donne une impression de cohérence. Ça, je trouve c'est difficile. Mais en revanche, écrire une nouvelle, moi, je trouve ça très plaisant, quoi. Enfin, écrire un roman aussi, mais je trouve ça beaucoup plus lourd. Et pour tirer les fils et arriver… Ah oui, oui, je comprends. C'est lourd. C'est lourd. C'est bien, hein. Il y a des travaux beaucoup plus lourds et plus pénibles que ceux-là. Hein. Oui. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, voilà, ça va faire une petite heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Pardon? C'est très chouette, je suis très contente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était très très chouette. Merci beaucoup en tout cas Marianne, c'était passionnant. Merci de nous avoir consacré votre soirée. Ce livre est passionnant. Donc voilà. Oui, et merci à tous de m'avoir entouré. Très contente de vous avoir vu, comment on peut se voir. C'était très agréable. Très très agréable. Je donne un rendez-vous jeudi prochain, le 4 février, pour un nouveau Zoom du CCLJ. On y parlera, on a parlé de Nadia Geertz tout à l'heure, justement de la laïcité, avec Nicolas Sommerstein et Jemila Benhabib, la porte-parole du collectif Laïcité Yala. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous, puisque je vois un homme, Ménia, et Jean-Luc qui était caché, qui avait coupé sa caméra. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci Marianne. Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup.